Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Une fois de plus, j'ai écouté plein de choses pour vous recommander le meilleur, la crème de la crème du podcast. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez passé une journée sans aucun objet numérique ? Pas de téléphone, d'ordi, de tablette, de montre connectée ou d'aspirateur autonome. Non, franchement, moi non plus. Des journées sans l'un ou l'autre, oui, mais des journées sans rien, même pas mon GPS ou mon téléphone pour checker la météo, franchement, ça doit remonter à 15 ans. Le numérique est plus qu'omniprésent dans nos quotidiens à tous et à toutes, et pourtant, quand on en entend parler, c'est toujours pour dire à peu près la même chose. Les écrans nous fatiguent les yeux, les smartphones polluent la planète, les jeunes utilisent trop TikTok, les GAFA aspirent nos données personnelles à tour de bras. Ok, mais une fois qu'on a dit ça sur le numérique, c'est un peu morte-pleine, en tout cas dans les médias généralistes. Eh bien, figurez-vous que non, j'ai trouvé un excellent exemple d'un média généraliste qui traite la question du numérique avec beaucoup de doigté, c'est France Inter. Depuis février 2020, il publie tous les 15 jours un épisode d'un podcast natif qui s'appelle « Le code a changé », qui est animé par le journaliste Xavier Delaporte. Ce podcast a une approche bien particulière du numérique. Il ne se contente pas de décrire ou de commenter les nouveautés, il réfléchit à ce que provoquent les outils numériques dans nos vies, mais aussi à leur ambivalence. D'un côté, ils nous sont très utiles, et d'un autre côté, ils nous bouffent la vie. Dans le prologue du podcast, qui est une sorte de contrat d'écoute avec l'auditeur, Xavier Delaporte explique son approche. Pour désigner cette ambivalence, le philosophe Bernard Stiegler est allé déterrer la vieille notion platonicienne de pharmakone. Le pharmakone, c'est ce qui est à la fois poison et remède. Donc voilà, pour Stiegler, nos technologies sont des pharmacones, à la fois des poisons et des remèdes. C'est intéressant. Mais ça ne dit pas ce qui se passe en nous. Comment ça agit en nous, quelque chose qui est à la fois un poison et un remède ? Parce que moi, j'avoue, c'est ça que je cherche à comprendre. L'innovation pour l'innovation, ça ne m'a jamais passionné. La nouveauté, ça ne m'intéresse pas en soi. La nouvelle appli utilisée par 10 personnes, le nouvel objet qui va tout révolutionner, ça ne m'excite pas. De toute façon, je suis nul en prospective et je n'ai aucune imagination. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la technologie quand elle est appropriée. Quand elle cesse d'être de la nouveauté parce qu'elle a été incorporée, parce qu'elle fait partie de nos vies, parce qu'elle est devenue banale. Ce qui m'intéresse, ça peut se résumer en une question. En quoi toutes ces technos changent quelque chose à nos vies ? Le deal est plutôt clair. Xavier Delaporte propose de nous aider à comprendre, à analyser l'impact du numérique sur nos vies. À chaque épisode, le journaliste interroge un expert ou une experte sur un sujet. Il a toujours des angles assez inattendus, comme par exemple la façon dont la data influence le monde du football, ou les enjeux psychanalytiques des réseaux sociaux, ou encore la raison pour laquelle on s'est tous mis à tout noter sur Internet, de notre chauffeur de VTC à notre médecin, en passant par la boulangerie du coin. Mais je crois que mon épisode préféré, c'est celui où la journaliste de mode Alice Pfeiffer explique à Xavier Delaporte l'influence d'Instagram sur la mode. À un moment, il lui demande de lui expliquer un peu quels sont les codes de ce réseau social et c'est assez génial. Il y a des snobismes numériques dans le monde de la mode, ça ne m'étonne pas complètement, mais alors je voudrais qu'Alice se fasse mon guide, qu'elle m'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce que j'imagine qu'il y a des gens à suivre, à ne pas suivre, à liker, à ne pas liker, qu'il y a des manières d'entrer en contact, de montrer son approbation. Par exemple, c'est quoi le comble de la réussite pour un post Instagram ? C'est de voir, par exemple, de se dire, tiens, Olivier Zam qui a la tête du Purple et aller voir ma story. Ah ouais, c'est et là, formidable. ça, c'est la consécration. Ah oui, c'est formidable. Tu peux commenter, mais alors le snobisme, c'est qu'il faut plus mettre de hashtag parce que ça fait trop ce qu'on dit mendiant du like. C'est une façon de choper plus de followers et c'est qui est très très mal vu. Il faut avoir pour ambition de choper des followers, mais jamais montrer qu'on a cette ambition-là. Il faut une photo qui soit naturellement virale, mais surtout pas tenter le pire que je pourrais taguer, par exemple, ce serait hashtag French Girl. Qui est racoleur, parce que c'est racoleur comme tout, parce que c'est... Parce que c'est quoi, c'est un tag de porno ?
Ah non, pas du tout, parce que c'est le truc le plus basique à mettre en tant que fille française ou fille à Paris. C'est une façon d'attirer, jouer sur un fantasme. C'est une façon de dire, je veux pas du grand public. Moi, je n'ai qu'un public extrêmement pointu qui me suit. Si tu tags French Girl, ça immédiatement, tu vois, tu apparais aux yeux des gens. Dans tous les tags random de gens qui fantasment sur les French Girls. Ah, ok, d'accord. Mais tu apparais aux gens qu'il faudrait attirer comme étant vraiment super plouc. Et racoleuse. Ah, et racoleuse. Ça fait vraiment mendiante, quoi. Voilà, le code a changé, c'est un vrai podcast de décryptage du numérique en tant que pratique culturelle ou professionnelle. Avec le code a changé, Xavier Delaporte met des mots sur nos pratiques quotidiennes et il analyse le numérique, mais alors au sens très large du terme. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est sa forme déjà. Moi qui suis pas une dingue des podcasts d'interview, celui-ci je le trouve vraiment top parce qu'il se contente pas de diffuser un entretien vaguement monté de 45 minutes. Les séquences d'interview sont sans cesse entrecoupées de commentaires de Xavier Delaporte qui reprend, explique et questionne ce qui vient d'être dit. Il nous prend vraiment par la main et nous dit que même si on comprend rien au numérique, moi c'est souvent mon cas par exemple, si on est un peu curieux, on peut comprendre. C'est le cas par exemple dans cet épisode où Serge Abitboul, qui est un grand informaticien et qui était prof à Stanford dans les années 90, raconte comment ses élèves ont créé le moteur de recherche de Google. Donc, ils nous ont expliqué leur idée. En gros, ils arrivent, il y a 20 personnes dans la salle, et puis ils commencent à raconter ce qu'ils veulent faire au tableau. Et puis, vous êtes là, vous vous penchez là-dessus, puis au début, moi je me disais, non, mais ça peut pas vraiment fonctionner ce truc-là. Alors, très vite, on a cerné deux problèmes. Il y avait le problème de est-ce que ça correspondra à ce que les gens attendent ? Parce que c'est ça un moteur de recherche. Ça marche si les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Et ça, la théorie peut pas l'expliquer. Ils avaient des idées assez révolutionnaires sur l'architecture de leur moteur de recherche. Et la deuxième question, c'est ouais, non, mais attendez, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent mettre l'index en mémoire principale. Non, mais ça va pas à la tête. On fait pas ça. Ils veulent faire marcher des milliers de machines ensemble. Ça me paraissait un peu farfelu de faire marcher des milliers de machines ensemble. Mais est-ce qu'ils peuvent arriver à faire un truc comme ça ? Je sais pas si je comprends vraiment le scepticisme de Serge. Bon, faire travailler plusieurs centaines de machines ensemble, vu depuis aujourd'hui où des millions de machines travaillent ensemble, ça paraît pas ouf. Mais ok, je conçois qu'en 1995, c'était une autre paire de manches. En revanche, mettre l'index en mémoire principale, alors là je vois pas du tout pourquoi c'est un problème, étant donné que je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Donc je demande à Serge de m'expliquer. Un moteur de recherche, ça fonctionne un peu comme l'index d'un livre. À la fin du bouquin, tu as l'index qui dit le mot Delaporte, il se trouve à la page 4, à la page 14 et à la page 18. Alors là, comme on le fait à la main, on met pas tous les mots. Un index de moteur de recherche, en gros, on enlève les mots les plus fréquents parce que on va pas indexer il, bonjour, mais tous les mots qui ont un petit peu de sens, on les indexe. C'est-à-dire qu'on construit un index qui, pour chaque mot du web, donne la liste des pages sur lesquelles ce mot se trouve. Alors après, si je fais maison de la radio Delaporte, on va chercher la liste des pages qui contiennent maison, la liste des pages qui contient radio et la liste des pages qui contient Delaporte. On fait l'intersection de ces trois ensembles et on a la liste des pages qui contiennent maison de la radio Xavier Delaporte. Vous le percevez peut-être avec ces extraits, Le Code a changé, c'est un podcast riche dans l'écriture mais aussi sur le plan sonore. Je vous préviens, mieux vaut ne pas être trop sensible au bruit de notifications Twitter et autres parce que le podcast en est truffé. Moi, quand je l'écoute, je passe mon temps à checker mon téléphone. Mais ne vous laissez pas déconcentrer, Le Code a changé, c'est surtout un podcast dense sur le plan intellectuel. Xavier Delaporte tire plusieurs fils à chaque fois qui peuvent être scientifiques, éthiques, économiques, politiques ou même philosophiques. Alors, je vais pas vous mentir, parfois on est un peu largué, mais on revient en arrière, on réécoute, et c'est ça qui fait aussi le charme de ce podcast, c'est qu'il vulgarise tout en restant très exigeant. Enfin bon, je vous rassure, étant moi-même assez peu renseignée sur le sujet, si j'arrive à suivre, ça ira très bien pour vous. J'ai voulu interroger Xavier Delaporte pour qu'il m'explique un peu les coulisses du Code a changé. Bonjour Xavier Delaporte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer un podcast sur le numérique ? Eh ben, ça fait 20 ans que je fais de la radio, et dont un peu plus de 10, pas spécialisés, mais beaucoup sur les questions numériques.
Et à l'époque, il y a 2 ans, donc avant de lancer le podcast, je faisais des chroniques sur le numérique à Inter et commençais à poindre l'idée à Radio France de faire des podcasts natifs. Et je me suis dit que c'était peut-être le moyen de trouver une forme pour parler toujours du sujet qui m'intéresse, qui est le numérique, qui soit ni le plateau, l'interview plateau que j'avais beaucoup pratiqué, avec grand plaisir, ni la chronique que j'avais aussi beaucoup pratiqué avec grand plaisir. Mais je me suis dit, tiens, peut-être que là, je vais pouvoir trouver une sorte de forme qui me permette à la fois de profiter de la parole des gens qui savent des choses ou qui ont des choses à raconter, et en même temps de pouvoir moi-même parler. Parce que parler tout seul en chronique, on s'épuise au bout d'un moment. Et en même temps, quand au bout de, 15 ans, on a travaillé un sujet, on a aussi envie de dire des trucs. Et donc, le podcast permettait d'expérimenter une forme qui n'existait pas vraiment encore à l'antenne. Sur l'écriture, c'est intéressant parce qu'en effet, on entend beaucoup vos invités et beaucoup vous aussi. Comment ça se passe l'écriture d'un épisode ? Par quelles étapes vous passez ? Alors, d'abord, je trouve un sujet, j'enregistre une conversation qui n'est pas du tout la même qu'une conversation que je ferais en plateau, comme on fait là, par exemple. C'est un peu décousu, ça va un peu dans tous les sens, je repose des questions, ça pesantit, etc. Bon, voilà. Donc j'ai une masse, j'ai une masse qui fait à peu près 1 heure. Et là, après, je monte tout seul, sur mon lit, avec un logiciel de montage complètement pourri, qui est Audacity. Et je fais des petites briques, puis entre, je commence à écrire des liens entre ces briques. Mais j'ai un problème, qui est que sur Audacity, c'est super compliqué de déplacer les morceaux. Enfin, c'est compliqué, c'est galère, quoi. Et puis que par ailleurs, les chutes disparaissent. Bon, donc ce qu'on fait, c'est définitif. Et donc, je me retrouve avec des petits morceaux épars, comme ça, qu'il faut relier par la rhétorique. Donc là, deuxième phase, j'écris un texte, et puis ensuite, je l'enregistre, ce texte. Alors, ça dépend. Parfois, c'est à la radio, en studio. Parfois, c'est tout seul chez moi, le soir, sous une couette, pour le bruit. Et puis après, j'envoie tout aux réalisatrices de la cellule podcast de Radio France. Et elles mettent en son ça. Elles le font d'une manière que moi je ne saurais pas faire, quoi. C'est-à-dire qu'elles mettent en rythme, elles coupent quand c'est trop long, elles espacent, etc. Avec une sorte de charte sonore qui a été trouvée dès le début, avec une sorte de rythmique musicale qui va servir à faire le fond. Et puis après, elles vont, selon les épisodes, trouver d'autres couleurs pour habiller tout ça. Et ensuite, elles m'envoient en général avant mixage pour que je réécoute et donc corrige éventuellement des trucs, etc. Et ensuite, elles mixent et pouf, c'est en ligne. J'ai une question qui va peut-être vous paraître un petit peu étrange. Qu'est-ce que vous incluez ou pas dans la notion de numérique ? Parce que quand on écoute vos épisodes, ça parle à la fois de jeux vidéo, de foot et comment ils influent sur le football réel, du logiciel qu'utilise une parfumeuse, il y a un portrait de Mark Zuckerberg, c'est quand même très large comme définition. Comment vous savez ce qui peut rentrer dans votre podcast ou pas ? Bon, j'ai une définition qui est ultra simple, c'est là où il y a un ordi, il y a un sujet. Vous voyez, donc il y a des sujets partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comment vous trouvez vos sujets ? Ça, c'est aussi extrêmement variable. Parfois, c'est que j'ai envie de traiter d'un sujet et donc, du coup, je cherche quelqu'un qui pourrait le traiter, etc. Bon, par exemple, la question des logiciels dans les avions. Je sais que ça m'intéresse, il y a eu ces histoires de 737 MAX qui sont tombées. Je connais l'histoire, je sais qu'elle est intéressante, j'ai plein de gens autour de moi qui sont angoissés par les avions, donc je me dis tiens, c'est une raison de plus de les angoisser, etc. Et donc je me dis, voilà, là je cherche quelqu'un. Parfois c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'intéresse et je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne ? Et puis très souvent, comme c'est quand même un milieu que je connais un peu, on me parle de trucs. Typiquement, pour un des épisodes qui a été diffusé récemment, voilà, je connais Serge Abitboul, qui est un grand informaticien français que j'ai déjà interviewé plusieurs fois. Enfin voilà, on se connaît vaguement. Et puis quelqu'un me dit « Ah, mais tu sais, Serge, tu sais, en fait, il était à Stanford pendant que Brin et Page ont fait les premières démos de Google. Les 2 premières années, en fait, il était à Stanford avec eux dans le même labo, quoi. » Et là, je me dis « Mais c'est dément, quoi. » Donc j'appelle Serge et je lui dis « Bah alors, mais tu m'avais jamais raconté, t'es là, est-ce que tu veux venir le raconter ?» Et là, il le raconte. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands types de choix. Et après, j'essaye aussi de me dire, tiens, le podcast, c'est une temporalité bizarre. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est à la fois un truc qui paraît à un moment, donc il y a une sorte de chronicité, quoi. Enfin, ça rentre dans une temporalité, dans des conversations qu'on a à ce moment-là. Voilà. Et en même temps, c'est quand même voué à pouvoir durer, à faire collection.
C'est un peu comme quand on fait un livre, quoi. Ça ressemble plus à un livre, en fait, qu'à une émission de radio. Il faut que ça puisse être lu ou écouté encore un peu longtemps après. Donc, du coup, parfois, c'est ça aussi. Je me dis, bon, voilà, on sort... on a eu l'expérience Zoom pendant le confinement. Je me dis, bon, il faut qu'on traite de comment ça s'est passé. Ce truc, qu'est-ce que ça a créé en nous, qu'est-ce que ça change, etc. machin. Mais il faut le traiter d'une manière qui soit encore audible dans 6 ou 9 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Donc ça implique un autre... c'est pas une émission de flux, c'est ça qui est vachement excitant, en fait. Là, c'est la manière dont je vais imaginer le sujet qui s'inscrit dans un temps à la fois court et à la fois long. J'ai le sentiment que vous faites très attention à pas vous jeter sur les gros sujets d'actualité. Par exemple, il y a un moment où tout le monde parlait de l'application Clubhouse. Vous en avez pas traité. Tout le monde parle un peu des algorithmes de TikTok. Vous en avez assez peu traité aussi. Est-ce que, justement, c'est pour pas être trop dans l'actu chaude et que le podcast soit moins périssable ? Alors, il y a cette raison-là. Mais il y en a 2 autres. Il y en a une que je suis un mauvais journaliste, donc du coup l'actu m'intéresse pas énormément, voilà. Je suis pas excité par ça. Et puis la deuxième raison, c'est que en fait, les choses numériques m'intéressent à partir du moment où elles sont devenues un usage relativement courant, où elles concernent plus de gens, voilà, où elles impactent directement des pratiques, qu'elles s'étendent, etc. Clubhouse, évidemment, moi, quand c'est apparu, j'ai vu les trucs, plein de gens m'ont invité sur Clubhouse. Le truc, c'est que mon téléphone il est trop vieux, donc du coup, je pouvais pas télécharger l'appli. Donc, et puis, j'ai pas cherché à changer mon téléphone pour pouvoir télécharger l'appli parce que je me suis dit un truc. Puis, si moi, sur mon iPhone, je sais pas quoi, c'est un truc 6, je sais pas trop quoi, 6S. Bon, si moi, je peux pas télécharger l'appli, mais en fait, ça veut dire que combien de gens peuvent télécharger l'appli ? Qui est sur ce truc ? Donc, bah, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça, c'est les 3 raisons. Ce seraient les 3 raisons pour lesquelles j'attends un peu toujours. Qui vous essayez de toucher avec ce podcast ? Parce qu'il parle à la fois de sujets qui nous concernent tous et toutes, et en même temps, il y a un côté très intellectuel. C'est qui votre cible ? Idéalement, ce seraient les gens qui s'intéressent au numérique et qui voudraient soit s'intéresser à d'autres sujets que leur sujet vraiment, celui qu'ils connaissent vraiment bien. Et après, il y a les gens qui rentrent plus par, par l'histoire qui est racontée, parce que ça parle d'avion, ou parce que ça parle d'un mec qui est un imposteur qui ment, mais il pourrait mentir dans d'autres champs que celui de l'intelligence artificielle, ce serait pas grave, c'est une histoire... Idéalement, c'est la rencontre de ces 2 publics-là. Mais ça, c'est un truc que j'ai... Cette ambition, je dis pas du tout que ça fonctionne, mais c'est un peu ce que j'ai en tête, c'est que ça puisse intéresser des gens qui connaissent rien au numérique, mais qui se disent, tiens, c'est marrant le numérique, en fait, je le pratique, je peux réfléchir à ça. Et puis des gens qui connaissent super bien le numérique, mais qui lisent pas de sciences humaines, ou qui en ont une vision un peu aride, et qui se disent, tiens, en fait, ça peut être un peu plus marrant, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé de la première émission que j'ai faite sur le numérique, qui s'appelait Place de la Toile, à France Culture. Et ça a commencé au milieu des années 2000, donc au tout début, donc il fallait... Twitter était pas né, Facebook venait d'arriver en France et tout, il fallait tout expliquer. Et c'était une émission de flux qui pouvait succéder à une émission, elle a changé d'horaire plein de fois, mais par exemple une émission littéraire. Vous voyez. Donc je me disais, voilà, moi j'ai des gens qui sont sur France Culture, ils ont écouté une émission littéraire, et tout à coup ils voient un mec avec d'autres gens autour, là, qui vont lui parler de trucs dont ils n'ont jamais entendu parler. Et donc du coup, il y a toujours eu ce truc de me dire, ok, mais ces gens, ils viennent quand même pour réfléchir, sinon ils n'écouteraient pas France Culture. Donc du coup, je vais les faire réfléchir avec des sujets qui les intéressent, mais je vais les insérer dans une problématique technique en montrant que la technique, en fait, ça les concerne. Et de la même manière, je vais dire aux geeks qui parfois sont pas très réflexifs sur leur pratique, sur leur matière, en fait, il y a des gens qui pensent votre truc, mais depuis d'autres espaces que celui de la pure technique. Voilà. Donc, idéalement, ce serait ça. Voilà. Il y a un sujet que vous avez jamais abordé dans votre podcast, c'est le podcast. Est-ce que vous pourriez faire un épisode dessus ? Ah ouais, ça c'est vraiment génial, quoi, ce qui s'est passé. Parce que là, encore une fois, c'est que ça a changé, c'est en train de complètement travailler la radio. Moi, je vois Radio France, ils réfléchissent à mort et tout, ça les perturbe complètement. C'est vraiment pas là où on attendait que ça bouge, quoi. Et c'est là que c'est en train de bouger. Et avec un renouvellement de forme, avec une manière de s'adresser aux gens. Par exemple, c'est un truc extraordinaire, quoi, de s'adresser aux oreilles des gens directement. Moi, je pense tout le temps à ça quand j'écris mes trucs. Ça, je me dis, voilà, en fait, la personne qui va écouter, elle va pas du tout écouter comme s'écoutait la radio de flux et s'écoute encore en partie la radio de flux, enfin en tout cas aux gros horaires, c'est-à-dire dans une pièce avec les enfants qui gueulent, machin, etc., interrompu par le bruit de la machine à café, des bagnoles, etc. Les gens, ils sont un peu immergés, tout, et ça veut dire en termes d'écriture, etc., des choses complètement différentes. Moi, par exemple, je parle hyper vite et ça va hyper vite et il y a beaucoup d'infos et tout, mais je m'en fous. Les gens me disent ouais, c'est dense et tout, mais tu réécoutes, quoi. Enfin, on peut s'arrêter, on peut suspendre, tout ça, c'est des formes d'écriture, etc., qui induisent des choses complètement différentes. La question de la série, c'est super. Enfin, tout à coup, c'est hyper rigolo, ce truc de pouvoir tout à coup penser les choses en série. Enfin, tout à coup, vous voyez, vous avez un truc qui bouleverse
un mode de communication qui est quand même assez vieux maintenant, qu'on pensait un peu encrouté, qui marchait très bien, mais qui était un peu encrouté dans ses formes. Et là, ça renouvelle et tout. Mais ce serait absolument passionnant. Puis techniquement, tout ça, c'est un univers de réflexion génial et de pratique. On attend cet épisode avec impatience alors. Merci Xavier Delapin. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le code à changer de France Inter. Le podcast est disponible sur la plupart des applis d'écoute de podcast, mais surtout en intégralité sur l'application de Radio France. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre recommandation garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.